Voilà, bonjour chers amis, bonjour à tous, bonjour à tout le monde, pour ceux qui me prennent en direct et ceux qui me prendront un peu plus tard, dans la journée, dans la semaine, enfin voilà. J'espère que vous allez bien en ce mardi 25 février 2025, donc on a 25-25, vous voyez comme quoi. Nous approchons de la fin du mois bientôt, chers amis, ça va très vite. Alors voilà, je suis très heureux de vous retrouver, bien sûr, comme d'habitude. Alors je vous demande, pour les nouveaux, surtout dont je remercie d'être là présent, pour les nouveaux qui nous regardent, de vous abonner, de partager, de commenter, de mettre un pouce, d'activer la clochette, etc., etc., etc. Et puis nous passons directement au sujet du jour, c'est-à-dire les rois de notre pays, de l'Hexagone, les rois de France, allez, disons-le. Tant pis si YouTube censure un peu, ralentit les mises en ligne, etc. Parce que bon, ils n'aiment pas trop que l'on cite les nations, les pays, les royaumes. Il y a encore des royaumes, même si c'est des royaumes partagés à plus ou moins grande échelle avec la royauté, le Parlement indépendant, républicain, enfin démocrate. Alors aujourd'hui, nous allons parler de qui? Nous allons parler du roi Louis VIII. Le 8, il est où le huitième? Il est là. Alors, fils aîné de Philippe II et d'Isabelle de Hainaut, voilà, sacré à Reims le 6 août 1223. Alors, nous passons rapidement à l'identification, enfin, la carte d'identité, si je peux me permettre ainsi. Mais tout d'abord, j'avais un sujet à vous faire part. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. C'est à propos des bûchers. Oui, vous savez que depuis les Carolingiens, la prise des rois des Carolingiens sur les Mérovingiens, bon, autant de Charlemagne, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, après lui ou bien après, et là, autant des Capétiens notamment, pour chasser, éliminer l'hérésie, ils élevaient des bûchers. Bon, il y avait des pendaisons, vous voyez, des exécutions à cette époque, à cette époque médiévale. L'Église devenant souveraine, presque au même niveau, presque, je dis bien, au même niveau que la monarchie, que la royauté, en tout cas, que la royauté féodale, en tout cas la monarchie féodale, telle que nous l'avons connue, enfin dans notre histoire, je ne parle pas moi de mon vivant, mais telle que nous l'avons connue à travers le Moyen Âge, ces périodes médiévales. Donc la féodalité, il faudrait que je traite un peu le sujet, de la féodalité touchant un petit peu cette partie des Capétiens en ligne directe. Alors cette ligne capétienne en ligne directe prendra fin juste à la veille du premier roi des Valois, donc d'une autre famille, d'une autre dynastie, les Valois qui sont une branche cousine des Capétiens, donc, puisque à partir de Philippe le Bel, mais j'anticipe un peu peut-être, on parlera aussi un petit peu de ce qu'on a traité déjà, en particulier des Templiers, de la malédiction, enfin bon, bref, les Templiers qui ont déjà vu le jour ici, je crois, dans cette période. Alors, oui, ils ont déjà vu le jour en 1223, je crois que c'est évident. Alors, quel est ce roi finalement? Je vais vous montrer le médaillon, voilà. Voilà le médaillon du roi Louis VIII de France. Donc maintenant on ne dit plus roi des Francs, mais roi de France. Voilà. Alors, les titres. Ça c'était son sceau royal, j'ai oublié de vous dire. Roi de France, donc 14 juillet 1223, 8 novembre 1226. J'ai partagé, oui. Soit 3 ans, 3 mois et 25 jours, c'est un règne court. Bon, pourtant il n'y avait pas de malédiction des Templiers encore, déjà de Mollet. Couronnement le 6 août 1223 en la cathédrale de Reims et prédécesseur Philippe II, donc le père, et successeur Louis IX. Voilà, donc on voit ici une enluminure, je crois, ou une peinture, je ne sais pas. Voilà. Alors, roi d'Angleterre. Ah, il est roi d'Angleterre aussi. Ah bon, contesté, oui, bon, c'était contesté. Le 2 juin 1216, 11 septembre 1217, soit 1 an, 3 mois et 9 jours. Prédécesseur Jean. Voilà, Jean son
Nanterre, donc, hein, comme on l'appelait, né le 24, d'accord, 1166 et mort le 19 octobre 1216, fils d'Henri II, Plantagenet, ah oui, et d'Aliénor, oui, oui, les Plantagenets sont bien sûr des rois britanniques, et Aliénor, bien sûr, reine de France, puis reine d'Angleterre, alors d'Aquitaine, et frère de Richard Cœur de Lion. Voilà. Donc, c'est Henri II, hein, c'est Jean, pardon, qui est frère de Richard Cœur de Lion, et roi d'Angleterre et seigneur d'Irlande, ainsi que duc d'Aquitaine de 1199 à sa mort, son règne, et bon, on lit pas la suite. Hein. Alors, prédécesseur, donc Jean l'a dit, et successeur Henri III. Voilà, Henri III, roi d'Angleterre, à pas confondre avec le futur roi Henri III d'Angleterre, qui n'est pas un Plantagenet, bien sûr, qui lui c'est un Plantagenet. Par contre, hein, je parle de celui qui est le roi de France, Henri III, père d'Henri IV. Lui, c'est un Bourbon. Bon, on en reparlera plus tard. Voilà. Alors, bon, ça y est. Alors, lieu de naissance à Paris, donc en France. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, alors, dynastie capétienne, pardon. Date de naissance 5 septembre 1187. Lieu de naissance à Paris en France. Date de décès 8 novembre 1226 à 39 ans. Lieu de décès Montpensier. Donc Montpensier, c'est dans quel département ça? Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, bon. Sépulture, nécropole royale de la basilique de Saint-Denis. Père Philippe d'Auguste, on l'a dit. Mère Isabelle de Hainaut. Conjoint Blanche de Castille. Alors Blanche de Castille, ici, il ne s'agit pas de la mère de Louis IX. Futur, bon, on en parlera. Enfant Philippe de France, voilà, Louis IX, voilà, dit le prud'homme, et plus communément appelé Saint-Louis. Ah oui, ça, oui, d'accord. Vous vous souvenez que, bon. Alors, Louis IX, Robert de France, donc, le frère de Louis IX, certainement, Jean de France, Alphonse de France, voilà, Philippe d'Agobert, qui a mis, bon, vous savez, la chanson, Isabelle, Isabelle, on ne voit pas le visage, c'est dommage. Charles de France, voilà, là on voit le gisant peut-être, non, c'est pas un gisant ça, non, est mort à Fongia et roi de Sicile, d'accord, bon. Religion, catholicisme, mais ça, vous en seriez douté, chers amis, et résidence à Paris, donc certainement au Louvre ou aux Tuileries, je ne sais pas. Hein. Roi de France et roi d'Angleterre. Ah, il a été les deux. Bon, ma foi, comme quoi. Hein. Naissance de Louis VIII, pardon. Louis VIII, j'ai du mal à prononcer le chiffre. Voilà, oui. Alors, il est le fils du roi Philippe II, dit Philippe Auguste, 1165-1223, et d'Isabelle de Hainaut. 1170-1190, il est le premier roi de France qui descende à la fois d'Hugues Capet par son père et de son concurrent malheureux Charles de Basse-le-Thuringie. Alors, qu'est-ce qu'il était lui? Par sa mère, le court règne de Louis VIII fut cependant marqué par deux brillantes campagnes, l'une contre les Anglais en Guyenne. C'est où ça, en Guyenne? En Occitan, d'accord. L'autre contre Raymond VII de Toulouse. Comte de Toulouse, de Saint-Gilles, duc de Narbonne, marquis de Gothi et de Provence. Bon. Alors, premier roi capétien à ne pas avoir été sacré roi du vivant de son père, il avait cependant été désigné par Philippe II dans son testament rédigé en 1190 comme devant lui succéder. Le testament n'ayant pas été contesté, après cette date, la cérémonie
de l'adoubement des barons, l'héritage rituel des Capétiens devenait inutile. L'archevêque de Reims, Guillaume de Joinville, voilà. Le sacre à Reims le 6 août 1223. Alors, qu'est-ce que j'avais à voir là? Basse Latin-Régie. Alors, oui, je voulais voir ça. Prince carolingien, d'accord. Bon. Alors, jeunesse, né le 5 septembre 1187, Louis est le premier fils de Philippe II. Sa naissance constitue un grand soulagement pour la dynastie capétienne, d'autant que le mariage de Philippe II et son épouse Isabelle de Hainaut était en crise lorsque sa mère décède et que son père part à la croisade en 1190. Louis est recueilli et élevé par sa grand-mère, Adèle de Champagne, jusqu'au retour de Philippe en décembre 1191. Le roi Philippe II, estimant que le principe héréditaire est définitivement établi, il refuse d'associer au trône son héritier et repousse son adoubement. Le prince Louis est fait chevalier dans le castrum de Compiègne le 17 mai 1209, mais son père lui a dicté de sévères conditions, notamment de ne plus jouter en tournoi. Faire des joutes, hein. C'était l'esprit chevaleresque de l'époque, hein, les joutes, hein, vous savez. Alors, surnommé le Lion, c'est pendant le règne de son père que le futur Louis VIII obtient sa renommée en remportant sur Jean Santerre, roi d'Angleterre, la victoire de la Roche aux moines en 1214. Les barons anglais, révoltés contre Jean Santerre, promettent alors au prince Louis de lui donner la couronne d'Angleterre, étant d'ailleurs l'époux de Blanche de Castille, petite fille du roi Henri II d'Angleterre. Acceptant cette demande, Louis débarque sur les côtes anglaises avec 1500. Acceptant cette demande, Louis débarque sur les côtes anglaises avec 1500 soldats français, auxquels s'ajoutent les mercenaires anglais. Il arrive à Londres le 2 juin 1216, s'y fait proclamer roi d'Angleterre, mais pas couronné car il n'y avait pas d'archevêque disponible pour effectuer l'onction. Un peu cher. Et prend rapidement le contrôle du sud du pays. À la mort de Jean Santerre, le 19 octobre 1216, la noblesse anglaise en profite pour... Et en fait, pourquoi je ne sais pas un peu de musique? Ce serait bien, non? Qu'en pensez-vous, chers amis? Non, bon, voilà. Alors c'est plutôt là, voilà. J'aurais dû le faire un petit peu avant, mais enfin, il n'est jamais trop tard, voilà. J'espère qu'elle n'est pas... Voilà, on va voir. Bon, bien. Alors c'est une nouvelle musique, hein, je ne vous le cache pas, j'ai changé parce que bon, l'autre est redondante. Alors, j'en étais là. Si on avait le lieu en fait au début, Louis débarque sur les côtes de l'île aussi, il arrive à Londres le 2 juin 1216, s'y fit proclamer roi d'Angleterre, mais pas couronné car il n'y avait pas d'enfant d'adieu. Il prend rapidement le contrôle du sud du pays, d'accord. À la mort de Jean Santerre, le 19 octobre 1216, la noblesse anglaise en profite pour refaire son unité autour d'un nouveau roi, le jeune Henri III d'Angleterre. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ah. Bon, il n'y a pas de raison. Non, c'est bizarre. Ah, je lis aussi, c'est étrange. Voilà. Jean Santerre. Non, pas Jean Santerre, Henri III d'Angleterre, pardon. Fils de Jean Santerre, donc, on l'a vu. Puis sur mer, d'abord, je reprends. À la mort de Jean Santerre, le 19 octobre 1216, la noblesse anglaise en profite pour refaire son unité autour d'un nouveau roi, le jeune Henri III d'Angleterre, fils de Jean Santerre. Louis continue la guerre, mais il est battu sur terre à la bataille de Lincoln. La bataille de Lincoln a eu lieu au château de Lincoln le samedi 20 mai 1212. C'est pas grave.
mai 217, puis sommaire d'abord lors de la bataille de Douvres, puis surtout en août à la bataille des Cinq-Îles, lorsque les importants renforts que lui envoie Blanche de Castille sont anéantis. Le 11 septembre 1217, lors de la signature du traité de Marbette, voilà. Il renonce à ses prétentions et quitte le royaume d'Angleterre en contrepartie de 10 000 marques d'argent. Plus tard, après avoir été sacré roi de France en 1223, sous prétexte que la cour d'Angleterre n'avait toujours pas exécuté toutes les conditions du traité de 1217, Louis VIII, profitant de la minorité d'Henri III, décide de s'emparer des dernières possessions anglaises en France au cours d'une campagne rapide. Louis VIII s'empare de la majorité des terres de l'Aquitaine, les villes du Poitou, de la Saintonge, du Périgord, de l'Angoumois, c'est bien quelle partie ça, de l'Angoulême, voilà. Et d'une partie du Bordelais tombent les unes après les autres. Henri III ne possède plus en France que Bordeaux et la Gascogne, qui ne furent pas attaquées. Les îles anglo-normandes restent également sous sa souveraineté. Les rois d'Angleterre, donc, les îles anglo-normandes ou îles de la Manche sont un ensemble d'îles situées dans la Manche, à l'ouest de la péninsule de Corentin. Saint-Hélier, la capitale de Jersey, ne se trouve qu'à 30 km du littoral normand. Parfait. Règne et croisade, voilà, nous y voilà, les croisades avec les Templiers. Bon, on a parcouru un petit peu la genèse des Templiers, je ne vais pas revenir là-dessus. Je reviendrai sur Philippe le Bel, mais nous y sommes pas encore, n'anticipons pas ce que j'ai à dire là-dessus. Règne et croisade contre les Albigeois. Alors là, c'est une croisade, bien sûr, à l'intérieur des terres du royaume de France, autant vous dire. À cette époque, le sud de la France était le théâtre des combats de la croisade des Albigeois. Alors, j'ai pas envie de faire une vidéo là-dessus sur les Albigeois, mais à mon avis, j'y vois en partie encore, vous allez me dire, mais il parle toujours des Vikings, vraiment, qu'est-ce qui se passe? En fait, on ne sait pas trop qui étaient les hérétiques. Moi, j'y vois, bien sûr, peut-être, les protestants, le mouvement, je ne sais pas s'il existait, mais sûrement qu'il y avait une opposition à l'Église de France, donc là, avec peut-être des protestants, mais aussi certainement quelques vikings, donc quelques celtes. En 1218, donc Amaury VI de Montfort, fils de Simon IV de Montfort, donc, hérite du Languedoc. Alors attendez, je vais voir quelque chose ici. Voilà, vous voyez, c'est un croisement, Amaury VI de Montfort, né en 1192, est mort le 28 août 1241, fils de Simon IV de Montfort et d'Alix de Montmorency, comte de Montfort, comte de Lanester, comte de d'accord, on lui donne que les titres finalement, et il compte de personne. Bon. Je vais aller dessus pour un petit peu qui c'est cet homme. D'accord, de Béziers. Bon, il donne que des titres, c'est une étrange. De Montfort, donc en 1218, Amaury VI de Montfort, fils de Simon IV de Montfort, hérite du Languedoc en pleine révolte, incapable de conserver son fief, il préfère quitter le Midi, acceptant de céder ses droits sur le Languedoc au roi de France, en échange de la dignité de connétable première de la couronne. Le connétable de France était responsable des écuries royales, puis de l'administration et de la conduite des armées. Joli titre, effectivement. Raymond VII, comte de Toulouse. Voilà. Était toujours soupçonné par l'Église d'abriter les cathares. Alors les cathares, qu'est-ce que c'est effectivement? Les cathares
l'appellation contemporaine d'un mouvement ou d'un ensemble de mouvements religieux chrétiens médiévaux européens en dissidence de l'Église catholique romaine qui s'est particulièrement répandue dans le milieu. Alors, il y en a beaucoup d'écrits, mais en fait, je ne sais pas si les écrits n'étaient pas là. Bon, sur ces terres, donc un concile fut donc tenu à Bourges en 225. Je vous rappelle que les papes étaient à Avignon à cette époque, il me semble bien, où il fut déclaré que détruire l'hérésie était une nécessité et qu'une nouvelle croisade contre les cathares était indispensable. Louis VIII fut donc choisi pour diriger l'expédition. Décidément, au fait de Pâques de l'an 226, des milliers de chevaliers se trouvèrent à Bourges aux côtés du roi. Cette armée se dirige vers la vallée du Rhône et à son approche, les seigneurs et les villes se hâtèrent de faire leur soumission au roi de France. La ville d'Avignon, qui appartenait à Raymond VII, refusa cependant d'ouvrir ses portes. L'on mit alors le siège devant la place forte qui était considérée à l'époque comme la clé du Languedoc. Au bout de 3 mois, la ville fut prise et aussitôt Nîmes, Castres, Carcassonne, Albi, les Albigeois, se rendirent à Louis VIII. Raymond VIII, quant à lui, s'était enfermé dans Toulouse, les croisés frappés par les maladies hivernales. Ah, les croisés, vous voyez les croisés, c'est les armées de France, bien sûr. Par les maladies hivernales et la défection de certains d'entre eux, décidèrent d'ajourner le siège de la ville. En 1226, Thibaut IV de Champagne, le chancelier, c'est lui, non c'est pas lui, Thibaut les croisades, se brouille avec le roi de France, Louis VIII, dont l'objectif était d'annexer le Languedoc de son cousin Raymond VII à la couronne de France. Le 30 juillet, l'armée champenoise abandonne l'ost royal, devant Avignon. Thibaut IV, Arguant, que son service de 40 jours était achevé. Quand Louis VIII, atteint par la dysenterie, mourut au château de Montpensier, en 226 donc, certaines rumeurs allèrent jusqu'à accuser Thibaut IV d'avoir empoisonné le roi. Toulouse ne tomba qu'en 228. Alors Louis VIII donc n'a régné que 3 années sur le royaume de France, alors que son père Philippe Auguste et son grand-père Louis VII régnèrent chacun 43 années, soit 86 années cumulées de 1137 à 1223. Son fils Louis IX règne lui aussi 43 ans et 9 mois, 226-270, mais ça on en parlera bien entendu. Qu'est-ce que c'est ça là? Le reste de Louis VII, exhumé de son tombeau en 1793. Le tombeau, donc, le cœur et les entrailles de Louis VIII furent déposés en l'abbaye Saint-André des Clermont de l'ordre des Piémontais. Décidément, l'ordre des chanoines réguliers de Piémontais, appelé couramment Piémontais, plus rarement Norbertin, et un ordre canonial catholique fondé par Norbert de Xanten au début du XIIe siècle. Et sa fonction, l'ordre de Piémontais comporte un ordre masculin de chanoines. Entre Chamalières et Clermont, Chamalières c'est toujours un plus d'hommes. Le 15 novembre 226, lors des funérailles célébrées avec magnificence, il y a écrit l'enfant qui part à l'école. Louis VIII fut inhumé dans la basilique Saint-Denis jusqu'à la guerre de 100 ans. On pouvait voir son magnifique tombeau ciselé d'or et d'argent
Après sa disparition, il fut remplacé par une simple dalle marquant le lieu de la sépulture. Le 19 novembre 1193, les révolutionnaires profanèrent celle-ci, bien entendu, évidemment, et découvrirent une pierre couvrant le cercueil avec une croix sculptée en demi-relief. Le couvercle renversé, on trouve le corps du roi enveloppé dans un suaire tissé d'or. C'est le seul souverain que l'on a retrouvé inhumé de cette façon. Comme les autres dépouilles royales, celle de Louis VIII fut ensuite jetée dans une fosse remplie de chaux vif, à l'emplacement de la rotonde des Valois. La rotonde des Valois, communément appelée Notre-Dame de la Rotonde, ou Notre-Dame de la Blanche, est un bâtiment qui jouxtait la basilique de Saint-Denis de la fin du VIe siècle au début du XVIIIe siècle, abritant la tombe d'Henri II et de son épouse Catherine de Médicis. Alors, dans le jardin situé au nord-est de la basilique. Bon, ben écoutez, après l'hymne et descendance, voilà, on parle là-dessus. Oh, beaucoup d'enfants. Non, c'est des enfants, ça. Oui, les enfants. Oui, vous avez beaucoup d'enfants. Philippe de France, 1209-1218. D'accord, comtesse de Nevers. Louis IX, bien sûr. Robert Ier de Brabant. Est-ce que Louis IX a quelque chose? Une allusion, apparemment. Jean, donc voilà, Jean Alphonse, Toulouse. Non. Toulouse, pardon. Alphonse, donc. Philippe d'Agobert, Isabelle, Clarisse. Non, de Clarisse, pardon. Isabelle, donc, oui, elle était religieuse après. Ah oui, oui, d'accord. Étienne, Charles d'Anjou. Voilà, après c'est les notes, je vous laisse, chers amis, je vous laisse vérifier par vous-même tout ce que je viens de vous dire, de lire si vous souhaitez plus en détail la vie du roi, donc on a dit en Louis VIII, on parle de lui aujourd'hui. Alors je voulais traiter un peu avec vous, chers amis, un peu d'actualité, mais très peu, parce que j'ai pas grand... Alors oui, bon, Emmanuel Macron va rencontrer le président Donald Trump à Washington, donc aux États-Unis. Il va lui montrer qu'il est déterminé, lui et quelques pays européens, à être présent pour son armée, donc à faire envoyer des militaires pour assurer la paix, la souveraineté de l'Ukraine. Bon, il veut faire des conditions. En gros. Non, mais sans blague, hein. Ça vous fait pas sourire tout ça? Bon, enfin bref. Alors, Duda dit que Trump se comporte plus comme un homme d'affaires que comme un politicien avec l'Ukraine. Mais il se comporte comme un homme d'affaires en politique intérieure, même américaine. Pas seulement... le grand gagnant est l'avenir incertain. Le nouveau gouvernement allemand formera un mini-Trump. Oui, bon, ça, c'était... Je ne sais pas si c'est ce qui va se passer. On va voir un peu, chers amis. Non, on ne va pas le voir. Le grand gagnant est l'avenir incertain, d'accord. Ça, bon, il faudrait aller dessus. Bon, c'est le parti conservateur qui l'a emporté, bien sûr. Et juste derrière, enfin, juste un peu loin quand même, plus ou moins, c'est le parti de la droite nationale, l'équivalent de Mélanie, de Marine Le Pen, partez là comme vous voulez. Bon, ce que l'on peut dire, la chose que l'on peut dire, alors, concernant Duda, qu'est-ce que dit Duda, donc le responsable? Alors, Duda, c'est responsable de la politique polonaise, je me rappelle. Je crois qu'il est le président même de la Pologne d'ailleurs. Voilà, il s'appelle Andrzej Duda.
Donc c'est le président de la Pologne, c'est pas le ministre, hein, c'est le président. Le président polonais a noté qu'à cet égard, il avait conseillé à Volodymyr Zelensky d'utiliser une approche commerciale dans les négociations avec le dirigeant américain. Alors vous savez ce qui va se passer exactement. Bon, je ne vais pas lire le sujet parce que je vous annonce, enfin, je tiens l'information de Gérard Forêt et de Germain Guev-Cohen, donc c'est surtout Gérard Forêt qui en parle. Il pense du moins que M. Donald Trump, bon, comme il veut se faire rembourser les sommes que l'équipe précédente de Joe Biden avait allouées, et puis peut-être encore avant, mais avant c'était lui, c'était Trump déjà le président. Alors non, l'équipe de Joe Biden avait alloué plus de 360 milliards d'euros d'envoi à l'Ukraine pour que, ma foi, Zelensky puisse former ses équipes militaires, hein, en sorte, enfin, bon, puisse subvenir aux besoins des armes envoyées à l'Ukraine, en plus des armes envoyées par l'OTAN ou par les États-Unis, dont, vous savez, la moitié de la somme qui a été donnée par Joe Biden a disparu, et que Volodymyr Zelensky ne sait pas où est parti l'argent, donc plus de la moitié, hein. Et cet argent, donc, Donald Trump veut le récupérer. Alors vous savez ce qui peut se passer. Le sol ukrainien regorge de richesses minières, je crois. Et donc Donald Trump, puisqu'il ne pourra peut-être pas récupérer les fonds financiers, les fonds monétaires, il va bien sûr occuper les sols, quoi. Vous comprenez? Il va envoyer une équipe des Marines, je ne sais pas, enfin des militaires américains, pour occuper une partie du sol ukrainien et récupérer ce qu'il y a sous les sols. Que voulez-vous? Et ça, figurez-vous, moi je vous l'ai dit, hein, que ce soit Joe Biden, que ce soit Donald Trump, que ce soit Emmanuel Macron, quel qu'il soit, Mélanie, n'importe qui gouverne dans le monde, tous les dirigeants cherchent avant tout leur propre intérêt. Hein. Les peuples ne sont jamais totalement servis, il faut le dire. Hein. Enfin, faut arrêter de se mentir. Bien sûr que American First, évidemment, mais en fait, quand Donald Trump, alors bien sûr, il va lâcher quelques petites pépites pour le peuple américain, bien sûr, mais dans l'ensemble, c'est lui qui est le grand gagnant dans cette affaire. Et Vladimir Poutine, pareil en Russie, il ne faut pas se mentir, hein. On peut avoir, bien sûr, un regard, on va dire, plus bienveillant envers Trump Poutine qu'envers Macron, mais dans l'ensemble, ils font la même chose. Ils se servent d'abord, et puis éventuellement lâchent quelques pépites pour le peuple. Je ne dis pas que Poutine ou Trump ne fassent vraiment rien pour leur peuple, mais ils lâchent quelques pépites par rapport à leur avantage. Non, je crois que, chers amis, il ne faut pas s'y tromper. Dans l'ensemble des politiques qui se pratiquent dans le monde, seule une monarchie, seul un roi peut amener... Alors attention, je ne dis pas que les rois n'ont pas des défauts. C'est pas ce que je veux dire, je n'ai pas dit ça. Vous voyez, l'histoire que je vous donne des rois de France vous montre bien qu'il y a des défauts, évidemment. Et notamment, dans notre pays, le principal défaut de nos rois, et ça, je crois que je vais vous lâcher une formule qui a été lâchée par l'un des hommes présents lors de la guillotine du roi Louis XVI. Il disait ceci, Jacques de Molay, tu es vengé. Oui, j'ai bien dit, Jacques de Molay, tu es vengé. Ça veut dire que finalement, la fin de la monarchie en France a marqué la fin de la... Comment dire, enfin, c'est présumé comme ça. Je crois que non. Bon, après j'y reviendrai, mais je crois que en fait, la fin de la monarchie française a marqué la fin de la malédiction de Jacques de Molay qu'il avait lancée à Philippe IV, dit Philippe le Bel. Hein. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que je crois plutôt que la fin de la malédiction s'est arrêtée à la fin
de la ligne directe des Capétiens, dont on parlera plus tard, et le début de la ligne par cousinage des Valois. Voilà, donc la guerre de 100 ans. C'est à la veille de la guerre de 100 ans que s'achève la malédiction des Templiers, donc Jacques de Molay, par rapport au roi qui avait été lancé sur le bûcher par Jacques de Molay lui-même et son coéquipier, je ne sais plus, hein, mais lui, c'est pas prononcé, je crois qu'il est mort juste un petit peu avant. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la fin de la monarchie française a été une longue, je dis pas malédiction, mais quelque chose a pesé, même après les Valois, après les Bourbons, et la reprise des Capétiens, mais non, je crois que c'est les Bourbons d'ailleurs, c'est une ligne des Capétiens, mais secondaire, on va dire, ou tertiaire. C'était plus du tout, bien sûr, les Capétiens de ligne directe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la fin des rois à la Révolution a été quelque part une malédiction, mais est-ce que c'était de Jacques de Molay ou je ne sais pas. En tout cas, à mon avis, la malédiction, mais l'homme qui avait hurlé cette phrase, Jacques de Molay, tu es vengé, à propos de la décapitation du roi Louis XVI, ça c'est peut-être c'est une interprétation que l'on peut prendre, pas forcément au premier degré je crois, hein, parce qu'en fait la malédiction, selon la plupart des sources, s'arrête à la prise du pouvoir par les Valois. Voilà, donc début de la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans qui s'est faite, comme on le verra plus tard, elle s'est faite par coupure, elle s'est pas faite sur 100 ans directement, d'ailleurs c'était un petit peu moins de 100 ans, mais il y a eu des trêves, il y a eu des relances de guerre, voilà, bon, nous en reparlerons. Chers amis, j'ai pas grand chose à vous donner sur l'actualité, pardonnez-moi, hein, je peux pas inventer non plus ce qui n'existe pas. Voilà, vous voyez, regardez les guerres en Ukraine. À Washington, Emmanuel Macron va faire des propositions pour la paix. Waouh! On va le lire si vous voulez bien. Oui, j'aurais pu mettre ça d'ailleurs. On va partager le... Alors bien sûr, c'est une information de Bing à prendre avec beaucoup de... Il faut prendre du bout des doigts, hein. Je ne cache pas que moi j'y crois pas trop. Il semble avoir un plan clair après avoir échangé sur la situation en Ukraine avec la quasi-totalité des dirigeants européens la semaine dernière, y compris le Premier ministre hongrois, pro-russe Viktor Orban. Emmanuel Macron s'entretient avec Donald Trump ce lundi. Et le président français entend bien se faire leur porte-parole. Il va à Washington avec des propositions d'action qui reflètent les convergences qui se sont faites jour lors de ces discussions, a fait savoir un conseiller d'Emmanuel Macron. Attention, hein, l'homme de guerre, là, Kéké Rose, va taper du poing sur la table, hein, je vous le dis tout de suite. Cela veut dire continuer à soutenir l'Ukraine et à lui apporter le soutien militaire nécessaire, respecter sa souveraineté et lui faire en sorte que les intérêts des Européens soient pleinement pris en compte, détaille-t-il. Waouh! Attention, hein, monsieur Trump, hein, j'arrive. Bon, bref, j'arrête là la sottise, parce que bon, ça n'a pas de sens. Les Européens sont désunis, ils sont pas d'accord entre eux, que ce soit les Allemands d'un côté, les Anglais de l'autre, qui sont pas très chauds d'envoyer quelques militaires sur le sol ukrainien. Il n'y a que Macron qui, lui, se trouve va en guerre encore, hein, remarquez, bon, est-ce que l'Élysée dit ça pour rassurer les troupes? Bon, bref, moi je n'y crois pas du tout, hein. Macron, non, n'a pas de projet à proposer à Donald Trump. C'est M. Donald Trump qui va lui dicter ses conditions et point barre. Et puis, bon, comme je vous l'ai dit, tous les dirigeants sont quelque part d'accord entre eux. Bon, il va peut-être lui faire quelques concessions, bien entendu, puisque si les peuples se battent entre eux, ne se connaissent pas, mais les dirigeants, quels qu'ils soient, en poste ou éjectables, se connaissent et ne se battent pas entre eux, hein. Donc ils ne vont pas se battre. Rassurez-vous, Macron ne va pas se faire battre par Trump et Macron n'arrivera pas, comme d'ailleurs
n'arrivera pas à mettre ses conditions sur la table et Donald Trump va lui concéder quelques petites choses pour consoler le président français. C'est tout. Il n'y a aucune raison de croire que d'un côté comme de l'autre, bon, c'est certain que Trump va pas se laisser la laisser raconter par un président d'un petit pays d'Europe, hein, comme la France. Hein. Donc arrêtons les frais, chers amis. Ça fait sourire, mais en même temps c'est triste. C'est triste de voir que sur le plan international, nous ne causons plus rien. Pratiquement plus rien. Même en Afrique, et surtout en Afrique d'ailleurs, où nous avions encore quelques échanges assez courtois, assez courtois. Mais là, depuis 2017, non, il n'y a plus rien. Il y a de moins en moins de relations de pays africains qui nous respectent. Quoi. Pour partir, qui rit de nous, finalement. Hein, si tant est qu'un voyageur français va dans un des pays d'Afrique, ah tiens, regarde, un Français, regarde ça. Il se moque de nous, quoi. Parce qu'on a des gouvernements qui ne sont plus à la hauteur. D'ailleurs, si tant est que nous avions un gouvernement. Oui, bon, il y avait encore un semblant d'autorité avec De Gaulle, avec le colonel De Gaulle, un peu plus loin Jacques Chirac, etc. Mais depuis lors, non. Depuis les 3 derniers, et puis surtout depuis 2017, le dernier donc, celui qui nous gouverne encore, eh bien, nous sommes la risée diplomatique dans tous les pays où c'est que même des voyageurs français passent. Voilà un petit peu, chers amis. Bon, nous n'allons pas plus loin que ça. Là, j'ai parlé donc du Louis VIII dit le Lion, qui a eu un règne très court, comme vous l'avez entendu. Et je ne peux pas continuer à vous entretenir plus longtemps. Je n'ai plus grand-chose à vous dire, chers amis, pour cette vidéo. L'actualité, vous la connaissez, hein, elle ne va pas dans le bon sens. Enfin, en tout cas, il y a certains points positifs quand même. Bon, c'est vrai que même si nous sommes la risée à l'international, il y a fort à parier qu'un jour, peut-être, les Français vont se réveiller, mais je ne sais pas, moi je ne suis pas très optimiste là-dessus. Honnêtement, il faut que notre peuple souffre encore. Hein. Et puis, croyez-moi qu'au-delà même de ce deuxième mandat d'Emmanuel Macron, s'il en fait un troisième, nous allons en baver. Je vous l'assure. Voilà. Chers amis, voilà. Donc je reprends la page d'accueil. Voilà mes amis, ce dont j'avais à vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas que je m'ennuie avec vous, loin de là. Loin de là, je suis heureux de m'entretenir avec vous, de vous raconter un petit peu l'histoire de France, telle que moi je l'aperçois. En tout cas, je fais passer aussi mon message. Je vais vous parler des bûchers, je vais vous parler, bon... Alors, je ne sais pas en quelle date ont eu lieu les premiers bûchers. On va voir ça ensemble, si vous voulez, si vous m'accordez quelques secondes. Un peu. Date. Ça fait du bruit, hein. Ça fait du bruit, chers amis. Voilà, ne soyez pas surpris. Alors qu'allons-nous trouver si l'on trouve quelque chose? Parce que encore que... Voilà, c'est 1100. Non, 1010, pardon. Le premier bûcher est mentionné, je partage l'écran avec vous. Voilà, le premier bûcher mentionné sans précision date de 1010, et s'inscrit dans le cadre d'une campagne de persécution contre les Juifs. Ah bon? Les Juifs? Bizarre ça. Commencé par l'expulsion de Mayence, 4, le procédé est renouvelé 12 ans plus tard, au terme du procès des hérétiques. Ah voilà, les hérétiques d'Orléans. Voilà, faut arrêter. Bon, ça c'est Wikipédia qui le dit. Vous voyez, comme quoi, toujours, c'est malheureux, hein.
Bon, évidemment que les Juifs ont beaucoup souffert sous la royauté, la monarchie de l'Occident, hein, il n'y a pas que la France, hein, figurez-vous. Mais toujours mettre ce peuple comme étant les seuls qui ont été persécutés, enfin les seuls qui ont été les premiers en tout cas. Non, allez, faut arrêter là, faut arrêter. Non, non. Alors oui, les Juifs étaient considérés comme hérétiques, ça c'est un fait, évidemment. Hein, leur religion n'était pas en adéquation avec la couronne de France et surtout avec la présence du Vatican à partir des Carolingiens, puis bien sûr plus tard, là c'est plus tard que les Carolingiens quand même, hein, mais on parle pas des persécutions comment dire, on parle pas des persécutions sous Charlemagne là c'est bien avant 1110, à propos des Vikings et des Celtes, on n'en parle pas, vous voyez. Alors je ne sais pas s'il y avait des bûchers à l'époque des Carolingiens. Entre Fichte d'amour et bûcher, Hérodote net. Alors qu'est-ce qu'il dit Hérodote net? Je ne sais pas si on va trouver quelque chose là-dessus. Je vais vous le partager si je juge que c'est honnête, parce que bon. C'était évident, c'est même pas la peine. Coutumes et traditions, origine et histoire de la bûche de Noël. Ouais, voyez, je cherche le bûcher, il donne bûche de Noël, n'importe quoi. Et pourquoi pas les bûches coupées par les bûcherons aussi, tant que vous y êtes. Les bûchers de l'histoire, numérologue. La guillotine, là il parle de Cyrano, je vois pas le rapport avec le bûcher, mais enfin bon, l'histoire encore la bûche de Noël, chapitre 8, Caïn, les grands bûchers du 16e et 17e siècle, oui, il y en avait avant, chers amis. Bûcheron, du temps jadis, une existence au fil du bois. C'est quoi ça? De l'Inquisition, ça c'est le monde, hein, l'évolution et l'histoire de l'évolution de bon, j'ai compris, on n'a rien quoi. On a peut-être que Caïm là, il est où? Voilà, ici. Mais il donne pas tout, malheureusement. Sinon il faut payer. Moi je ne paye pas. Pourquoi? Oui, chers amis, ce que je reproche, moi, que ce soit les chaînes YouTube, que ce soit n'importe quel autre, vous voyez, 8, 9, 99, vous vous rendez compte. Le Moyen-Âge a donné toutes les bases, alors je partage avec vous cette petite partie. Le Moyen-Âge a donné toutes les bases, sans exception, pour la chasse aux sorcières, voilà, vous voyez, c'est pas les Juifs, hein. Mince alors, putain. Il a usé du climat de suspicion portant sur celui qui est différent, étranger, les 16e, il parle du 16e et 17e siècle, alors ne feront pas mieux et l'on trouvera aisément des comportements similaires. Il a jeté l'anathème sur l'hérétique, on en parlera moins, mais on n'en a pas fini avec l'hérésie, ni avec les crises et la naissance du protestantisme. La contestation qu'il introduira au sein de l'Église vaudront bien toutes les hérésies médiévales et toutes les contestations internes dont déjà elles avaient fait l'objet. Il a jeté l'opprobre sur la femme. Ah, oui, la femme, évidemment, puisqu'elle faisait des onctions. On continuera, et puis je ne parle pas de femme rousse, évidemment. Elle était condamnée. Hein. On se répétera, on complétera, mais fondamentalement, les mêmes thèmes reviendront et le statut de la femme ira en se détériorant. Alors,
On parle beaucoup de la femme Valkyrie viking, hein, on parle pas ici. Moi je parle de. Je sais pas si c'est ça dont ils parlent, mais je peux vous dire que les femmes Valkyrie, viking et celtes étaient surtout pourchassées par le Vatican, évidemment. Alors ce sont les temps modernes qui la rendront mineure, dépendante de l'homme pour des siècles. À la fin du Moyen-Âge, les bûchers sont prêts. Le XVIe siècle y mettra le feu. Cela, oui, marque une nouvelle étape, la plus terrible dans toute l'histoire de la sorcellerie. Pour l'essentiel, ce sont donc les mêmes thèmes que nous retrouverons. Les mêmes pays occuperont le devant de la scène, l'Allemagne et la France. Mais l'épidémie gagnera l'Angleterre et l'Écosse. Quelques-uns seront à peu près épargnés comme il avait déjà été d'ailleurs. L'Espagne, la Roumanie, où sorciers et sorcières, inscrits depuis toujours dans une tradition villageoise, n'ont jamais revêtu la moindre connotation diabolique. D'autres prendront la relève plus tardivement, la Pologne en particulier. Je vais reprendre ça n'a rien à voir, encore une fois, je le répète. Coutume et tradition, qu'est-ce qu'ils disent là? Par Wikipédia, comme je vous l'ai dit, ils font surtout allusion aux Juifs, donc en 1210. Là, je ne suis pas tout à fait sûr. Pourquoi les Juifs? On voit un peu ce que Wikipédia dit quand même, chers amis, parce que bon. Alors, martyrs selon leur religion. Oh là là là, martyrs selon leur religion. Les Juifs encore. Martyrs chrétiens. On passe d'un état des bûchers funéraires, mythologie. Alors non, moi je ne suis pas d'accord du tout avec cette version, chers amis. Bon, peut-être bien que quelques juifs ont très bien pu être sur le bûcher. Bon, mais en réalité, c'était surtout le bûcher a surtout été l'objet de toutes les hérésies. Alors les juifs aussi, bien entendu. Je ne dis pas que les juifs ont été épargnés, c'est pas ce que je veux dire. Enfin, certains juifs, pas tous les juifs. Mais il ne faut pas oublier ce que l'on traitait de sorciers et de sorcières, généralement, c'était ou de magiciens, de sorciers quoi. Ceux qui fabriquaient des enfants pour guérir le corps, une partie du corps, sans avoir l'obligation d'ouvrir soit le bras, soit l'épaule, soit l'estomac. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, voilà. Bref, on va aller plus loin parce que là, la France pittoresque, on les importe pas. Apparemment, les bûchers de l'histoire, numérologue peut-être. Mais non, on parle de la guillotine. Alors, Caïn Faux vient de le voir. Mais pour un bûcher, franchement, pas trop bien. Le monde, bon, dans cette version, c'est peut-être pas trop mauvaise, j'en sais rien, mais l'Europe vers 100 000 bûchers, l'histoire. Voilà. Mais bon, je ne sais pas, peut-être pas l'intégralité de toute façon, chers amis, on va dire ce qu'on trouve, si on trouve quelque chose, ce dont je ne suis pas sûr. J'ai plus rien là. Voilà, la photo à faire, c'est pas possible. Il faut recharger, parce que il faut recharger. C'est ça qui est pénible avec ce logiciel. Bon, voilà, allez, on y va. Non, je ne sais pas ce que c'est ça. Non. Non plus. Les dates,
chers amis, alors c'est l'histoire, hein, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce magazine. Entre 1580 et 1600, alors c'est en pleine guerre de religion. Bon, il est vrai qu'il y a eu aussi les protestants qui ont été brûlés, évidemment. Et quand ils brûlaient sur le bûcher un prétendu hérétique, ou un hérétique si vous voulez, hein, ah ben là aussi il faut s'abonner. Bon bref, entre 1580 et 1640, je lis, après je vous dirai ma version. La répression contre la sorcellerie, voilà, s'intensifie et s'étend en Europe. Sur 10 personnes poursuivies, 7 à 8 sont des femmes, comme par hasard. Vous voyez, et surtout parmi elles, des femmes rousses. Attention, ce sont des femmes. C'est l'ensemble de la société qui s'en prend aux marginaleux, donc aux femmes, hein, aux inutiles et aux rebelles. Ah, les rebelles, les vikings, vous voyez. Le diable la frappera par la hanche droite. Ah bon. Cela lui fit grande douleur, l'espace d'environ 8 jours, et en la frappant, lui dit « Tu es mienne ». On le s'entretient devant un juge de Montbéliard. Catherine Thomas, 60 ans, avoue ainsi sa dévotion satanique. Bon, ça, entendez par là que c'est tout ce que... Quand elle avouait, c'est qu'elle avouait qu'elle soignait, je suppose, hein. On fait dire au texte ce qu'on veut, hein, parce que l'Inquisition fait dire un petit peu ce qu'ils veulent, hein. Il se prenait par les mains en disant « Diable, 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 foudre, foudre, tempête ». Et alors apparaissait le diable en forme d'homme noir, 13 octobre 1764, jeune Tatar, 40 ans, réputé sorcière, confesse sous la torture la participation au sabbat avant son exécution publique à Paris de femmes parmi d'autres, égarées au cœur des ténèbres. Oh là 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 là, chers amis, c'est grave. Bon, enfin voilà. Qu'est-ce que je vous dise, mes amis, hein, ça fait... Moi, ça me fait... Bon, enfin bref. Là, je repartage cette fois. Je vais enlever ça parce que c'est... Non, c'est pas ça. C'est les 100 meilleures séries. Bon, d'accord, c'est rien. Pour moi, chers amis, ce qui est certain, c'est que ce qu'on appelle les sorciers, sorcellerie, bon, ce sont ceux et celles, mais surtout les femmes, comme par hasard, hein. Et surtout les femmes rousses, je vous dis. Les blondes, voilà, c'était mal vu, mais surtout les rousses, hein, c'était celles qui étaient le plus pourchassées, parce que le roux, ça rappelle les flammes de l'enfer. Je vous donne ma version telle que je l'ai apprise de Oleg de Normandie sur Planet TV. C'est pas lui qui dit, hein, il ne le dit pas comme ça, mais bon. C'est vrai que dans les bûchers, et alors les bûchers, l'église de France faisait obligation à tous les habitants du village, du hameau, du canton, enfin vous voyez ce que je veux dire, tous les gens qui habitaient alentour du lieu où s'était dressé un bûcher, tout le monde, vieillards, femmes, enfants, hommes bien sûr, étaient obligés, même les enfants nourrissons, étaient obligés dans les bras de leur mère d'assister au bûcher. Bien faire, bien imprégné dans l'esprit des gens, par une rupture, on va dire, je ne sais pas comment on appelle ça, une rupture psychologique pour faire admettre l'enfer, le feu de l'enfer, vous voyez, en disant que ça encore, ce n'est rien. Vous qui assistez au bûcher, ce n'est encore rien. Les flammes de l'enfer, c'est encore pire. Alors, moi j'avais entendu quand j'étais au séminaire, parce que oui, j'ai fait du séminaire quand même, hein, j'ai entendu dire que, ah oui, là, voyez mon frère, vous voyez les flammes, qui brûlent, ce n'est que du feu venant de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire la douleur que vous sentez. Mais le feu de l'enfer, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. N'importe quoi, c'est vous dire n'importe quoi, mais bon, vous voyez, c'est vous faire admettre que le bûcher n'est finalement qu'une image pantomime de ce qu'est l'enfer. Le purgatoire, si vous voulez, le feu du purgatoire déjà.
plus, c'était à propos des Templiers. Non, je sais plus. Bon, si ça me revient, je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Voilà, chers amis, donc en ce début de semaine, donc nous sommes mardi, je vous l'ai dit, hein, on va pas rajouter. Je vous souhaite bien sûr une bonne journée avec votre famille, bien sûr, vos proches, parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, pardon. Soyez heureux bien sûr avec eux, en famille, soyez heureux avec vos amis. Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Soyez heureux avec les membres de votre famille, je disais, soyez heureux aussi avec vos amis, et vos amis, puis les autres. Hein. Et puis soyez heureux, ayez plein de... Soyez bienveillants, soyez plein de joie, plein d'amour en fait, même avec les gens sur votre travail, ouvrières, camarades, enfin voilà, je ne sais pas comment vous dire, soyez remplis d'intentions les uns vers les autres, vivez dans la paix et l'amour et la concorde, c'est le meilleur moyen de vivre bien, de vivre dans la paix, et surtout de se sentir heureux, parce que la joie, elle ne vient pas de quelqu'un qui est toujours persécuté, qui vit dans l'anxiété, dans la colère ou la haine de l'autre, vous voyez. Je sais bien, il y a des gens qui vous sont antipathiques, qui sont vos adversaires, qui sont même vos adversaires, vos ennemis, mais apprenez d'eux justement, apprenez d'eux à vous, peut-être à vous reprendre, à vous redresser, à vous corriger, vous voyez. C'est à travers ce que l'on voit de ces adversaires, de ceux qui ne vous aiment pas, d'ailleurs sans vous connaître, mais très souvent, pas toujours, mais très souvent, mais même ceux qui vous détestent, enfin qui vous méprisent et qui vous connaissent, apprenez d'eux. Ne soyez pas rancuniers, ne vivez pas en anxiété avec toujours ce souci, mais pourquoi il ne m'aime pas, pourquoi il ne m'aime pas, pourquoi il ne m'apprécie pas, non. Vivez dans la paix, la quiétude, et apprenez de chacun, de ceux qui vous admirent comme de ceux qui vous détestent. Apprenez de chacun et de chacune ce qui finalement peut-être se trouve en vous, finalement se trouve en soi. Même moi, vous voyez, je ne suis pas à l'abri non plus. Il y a des choses, des défauts en moi que les autres voient et que je dois apprendre à me corriger ou alors à me taire. Laisser faire. Enfin, pas laisser faire jusqu'à certains points, bien sûr, mais bon, tant qu'ils disent rien. Moi, j'ai des gens ici qui me disent rien, ils me connaissent. Hein. Et si je leur fais la remarque, je ne parle pas, je n'ai pas à vous parler. Voilà, pas grave, allez-vous-en. Voilà, chers amis, nous nous disons à bientôt. Nous nous quittons sur ces quelques notes de musique. Je vais la mettre en direct pour vous. Voilà. Je vais la mettre en entier. Je suis passé là. Peut-être que je peux faire ça. Non, je ne peux pas l'avoir. Donc, je vais la diminuer. Je vais essayer de la mettre en... Non, ça marche pas. Je vais la mettre en mode de cinéma, voilà, c'est mieux. Regardez les cheveux roux, la fameuse cheveux roux. Vous voyez, la sorcellerie, enfin, ce qu'on appelle la sorcellerie, c'était ça. C'était en fait de brûler, d'écarter de la société médiévale ce qui ne correspondait pas à une éthique bien précise. Croyant ardent, croyant en l'église, bien entendu, hein. Pas autre chose, hein, parce que là, si vous étiez protestant, israélite ou autre, alors là, vous étiez hérétique. Et plus encore également, si vous étiez viking, celte, alors là, oh là là, vous soignez avec des onguents, de la terre glaise, ou comment on appelle ça, des terres spéciales, vous voyez, des terres de votre région, ou des onguents à base d'huile ou autre, ou de plantes, alors là, vous étiez des hérétiques, des magiciens, des sorciers, tout simplement, des sorciers ou des sorcières. Et sous la torture, ils ne vous lâchaient pas tant que vous n'avez pas vu ce qu'ils voulaient entendre. Hein. C'était ça la torture de l'époque. Croyez-moi. Et justement, voilà, c'est ça. C'est que sous les Templiers, voilà, quand ils ont torturé l'équipe des Templiers, d'après Maurice Druon, hein, là il sort une vérité qu'il faut bien dire. C'est qu'ils faisaient bien dire ce qu'ils voulaient entendre, les inquisiteurs. Et quand Jacques de Molay a dit non, je nie ce que je vous ai avoué parce que c'est pas exactement ça, c'est même pas ça du tout, ils étaient traités de ce qu'on appelle relapse. C'est-à-dire un relapse, c'est quelqu'un qui se reniait,
qui reniait ce qu'il avait vraiment avoué sous la foi du serment, enfin sous la torture et sous l'évangile, hein, en même temps. Donc c'était forcer à dire quelque chose de quelqu'un, et finalement qui ne le pensait pas. C'était aller contre son libre arbitre. Alors que l'Église prétend défendre le libre arbitre. Hein. Mais c'est contradictoire. La religion, quelle qu'elle soit, est contradictoire. Puisqu'à la fois, ils admettent le libre arbitre des gens, peut-être pas l'islam, mais en tout cas, les deux autres religions admettent le libre arbitre des individus, mais à condition de n'admettre que la religion qui vous est imposée à votre naissance. Vous avez bien compris. Sinon, vous êtes hors laps. Alors, où est le libre arbitre là? Il n'y en a plus, il n'y en a pas. Voilà, chers amis, et voilà, c'est ça que je voulais vous dire, en fait, pour terminer. On se dit à très bientôt. Au revoir.